Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter mes résultats de maîtrise. Oui, on va parler du fameux glyphosate que tout le monde se pose des questions. Est-ce que c'est dangereux? Pourquoi on retourne dans l'environnement? Bref, on va passer à travers tout ça ensemble. Le glyphosate, sans pas vous cacher, c'est vraiment l'herbicide qui est utilisé à travers le monde. Juste au Québec, pour vous donner une idée, c'est environ 53% des ventes qui sont vendues à travers les années. C'est environ 2000, quasiment 2500 tonnes de glyphosate qui sont vendues annuellement au Québec. Pourquoi sa popularité? En fait, c'est vraiment dû à son mécanisme d'action. C'est un herbicide, encore une fois, qui est non sélectif. Alors, quand il est appliqué, c'est juste qu'il va tout détruire sur son passage. Et sa combinaison avec les cultures qui sont génétiquement modifiées pour être tolérantes, eh bien, ça a grandement permis de révolutionner nos méthodes de pratique, soit l'introduction du travail minimal du sol. Alors, le travail minimal du sol, ça fait longtemps que c'est documenté, ça a plusieurs bienfaits, soit de séquestrer du carbone dans les sols, augmenter la matière organique. Mais au travers des années, eh bien, le Monsanto avait longtemps vanté que le glyphosate était un pesticide presque inoffensif pour l'environnement, très biodégradable. C'était un peu vrai, mais quand on regarde les produits de sa dégradation, comme l'AMPA, qui est l'acide aminométhylphosphonique, mais dû à l'ampleur du nom, je vais seulement utiliser l'AMPA pour le reste de la présentation, eh bien, lui, il est vraiment plus persistant dans l'environnement. C'est au cours des début des années 2000 que le ministère de l'Environnement du Québec a mis en place un programme visant à mesurer, réaliser le monitoring de tous les pesticides qui sont dans les cours d'eau du Québec. Alors, comme vous pouvez voir, pour le glyphosate, eh bien, d'année en année, eh bien, la fréquence de détection a augmenté. Puis aujourd'hui, je peux vous dire qu'on retrouve du glyphosate vraiment dans tous les cours d'eau du Québec. Et également l'AMPA qui est quasiment aussi, lui aussi, à 100%. Et quand on vient regarder les concentrations ici, on peut voir que pour le glyphosate, c'est quand même relativement stable dans le temps, alors que d'année en année, on voit une augmentation significative pour l'AMPA, qu'il y a une augmentation au fil des années. Que ce soit aussi persistant dans l'eau, mais aussi nous, on travaille davantage dans le laboratoire, eh bien, c'est dans les sols. On sait depuis longtemps, c'est documenté que les herbicides ont un effet sur les micro-organismes du sol. Et l'AMPA, lui, dans le fond, sans pour vous préciser, malgré que c'est un produit qui est issu de la dégradation du glyphosate, même pour les cultures qui sont génétiquement modifiées pour être tolérantes au glyphosate, eh bien, l'AMPA est très toxique pour ces cultures. Alors, dans tous ces constats-là et dans les enjeux environnementaux, eh bien, c'est en 2020 que le gouvernement du Québec a mis sur pied un cadre d'action, soit le plan d'agriculture durable de 2020 à 2030, qui vise plusieurs cibles à atteindre d'ici 2030. Les deux principales cibles dans lesquelles le projet s'est davantage appuyé pour réaliser nos objectifs, eh bien, c'est les deux cibles suivantes. Soit de réduire l'achat de 500 tonnes de pesticides de synthèse au cours jusqu'à 2030 et de réduire aussi de 40% les indices de risque liés à la santé et à l'environnement. De ces cibles, eh bien, nous, on a émis deux objectifs à notre recherche. Soit la principale, c'est vraiment d'évaluer les impacts des systèmes de culture sur les teneurs en glyphosate et AMPA qu'on retrouve dans les sols. Et nous, on s'attend que plus que la dose d'herbicide à base de glyphosate est grande, plus qu'on devrait retrouver des teneurs en glyphosate et AMPA élevées. Le second objectif, ça s'écoule vraiment des deux principales cibles du PAD que je viens de vous parler. C'est vraiment de dresser un bilan des pesticides, l'utilisation des pesticides, et également calculer tous les indices IRE et IRS et faire un parallèle avec les rendements. Nous, ce qu'on s'est avancé à penser, c'est qu'on devrait avoir des rendements tout aussi compétitifs, même avec une utilisation moindre des pesticides et en présentant des indices de risque plus faibles pour la santé et l'environnement. Alors, comment on a fait ça? Eh bien, on est allé échantillonner des sols chez 14 producteurs qui ont chacun tous un large spectre de pratiques. Par large spectre, c'est qu'il y a certains sont biologiques, d'autres sont conventionnels, réalisent travail minimal, travail plus important du sol. Et pour chacun de ces producteurs, eh bien, c'est 3 champs qui ont été échantillonnés par producteur, excusez-moi. Et dans le fond, c'était 42 champs au total que nous avons échantillonnés durant l'été 2023, l'été 2024. Il y avait une campagne par année, c'était durant les 2 premières semaines de juillet, soit qui concorde avec la fin des applications d'herbicides à base de glyphosate. Et c'était par champ, on prélevait soit l'équivalent de 3 échantillons, soit on avait un échantillon total de 126. Pour les analyses en laboratoire, eh bien, il y a eu plusieurs analyses en laboratoire, c'est seulement une partie que je vais vous présenter ici. Eh bien, il y a eu des analyses chimiques, soit on a quantifié
les teneurs en glyphosate et en AMPA dans les sols, soit via un GCECD, qui c'est les laboratoires d'analyse environnementale que nous avons ici à l'UQAM. Et pour les calculer, les indices de risque IRE et IRS, eh bien, c'est via un site qui a été créé par le MAPAC au milieu des années 2010, si je ne me trompe pas. Et c'est libre d'accès à tous. Fait que tout le monde vous pouvez aller vous-même consulter le site sur Internet. Et la façon qu'on a calculé les ARS, eh bien, c'est qu'on a adressé un questionnaire au producteur pour recueillir tous ces registres de pesticides, type d'engrais qu'il a mis, les rendements, afin qu'on soit en mesure de quantifier les deux indices de risque qu'on cible. Alors, la partie qu'on attend, les résultats. Alors, pour répondre au premier objectif, eh bien, vous avez les teneurs en glyphosate en microgrammes par gramme et la dose totale d'herbicide à base de glyphosate. Selon, vous allez pouvoir, on a vraiment un large spectre. Large spectre de dose, excusez-moi, d'application. Alors ici, il y a vraiment deux choses qui sortent aux yeux, puis qu'on a un peu réagi, puis on s'est un peu gratté la tête. La première chose qui nous a épaté, c'est que, vous voyez, en bleu, vous avez les champs conventionnels, et en orange, vous avez les champs biologiques. Mais étrangement, on trouve des traces de glyphosate dans les sols biologiques, puis même si c'est des producteurs que ça fait plus de 20 ans qui sont sous régie biologique, alors on s'est posé la question pourquoi. Et pour... il y a quand même un peu de décalage, là. Je ne sais pas pourquoi il y a un décalage, excusez-moi. Et également, aussi, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est qu'on n'a pas obtenu de relation significative entre la dose appliquée et les teneurs. On s'est demandé, bon, qu'est-ce qui s'est passé, mais en même temps, on a dit, bon, si on se fie à ce qui a été dit dans la littérature, le glyphosate, après, en quelques jours, en quelques semaines, il se dégrade rapidement. Fait qu'on dit, bon, on n'a pas d'effet pour le glyphosate en lien avec la dose, mais on devrait avoir un effet avec l'AMPA. Alors, c'est qu'est-ce qu'on va aller voir ensemble. Or, ici, on a un peu les mêmes constats. On retrouve encore des traces de l'AMPA dans les biologiques, comme OK. Puis là, qu'est-ce qui nous a un peu mis les deux bras à terre, c'est, OK, ben on n'a pas de relation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, on est arrivé avec deux questions, finalement, pour expliquer un peu la situation. C'est, est-ce qu'un l'AMPA va un peu contre la littérature qui se dégrade finalement, lui aussi, rapidement? D'autres recherches doivent avoir lieu pour confirmer cette hypothèse-là. Mais la seconde question s'est posée, est-ce que c'est possible qu'une fois que le glyphosate est appliqué, eh bien, il quitte le système de sol et n'est pas dégradé, potentiellement lixifié? C'est encore une autre question que les futures recherches doivent se pencher davantage pour réussir à trouver une réponse à ce questionnement. Et pour le second objectif, et là, je vois je vois le visage de tout le monde qui me dit « Oh mon Dieu, un gros tableau comme ça. Ça a l'air énorme, mais inquiétez-vous pas, on va passer à travers tout ça ensemble. » Alors, vous avez les rendements de maïs-grain pour l'année 2023. C'est ça, j'ai oublié de vous dire, c'est uniquement les résultats de 2023 que je présente. Alors aussi, vous avez les rendements, les quantités d'herbicides appliqués incluant glyphosate et autres herbicides, et vous avez les indices de risque que nous avons calculés via Sage Pesticides. Or ici, je vais juste vous dire la conclusion générale, puis après ça, on va passer avec un exemple pour mieux vous expliquer. Alors ici, c'est juste qu'on a quand même une bonne nouvelle. Les objectifs du PAC, quand on regarde le tableau, eh bien, c'est réalisable. On est possible de réduire de 500 tonnes potentiellement l'utilisation des pesticides et également de réduire les indices de risque vraiment de plus de 40%. Alors, cet exemple, là, tout le monde regarde, OK, bien, pourquoi tu peux dire ça? Alors, on va regarder vraiment l'exemple des trois sites. Si je prends le site 3, 4 et 5, c'est vraiment ceux qui sont au centre. Alors, quand on regarde les rendements, on peut dire qu'ils sont pas mal proportionnellement dans le même ordre de grandeur. Mais c'est où que ça se complique? Eh bien, c'est vraiment qu'on regarde la quantité de pesticides appliqués. Alors, pour le site 5, qui a inclusivement utilisé uniquement du glyphosate, eh bien, on se retrouve avec seulement à peu près 1000 grammes à l'hectare d'utilisation de pesticides, alors que les deux autres, eh bien, ici, on a le double et le triple, puis on a des rendements similaires. Fait qu'on peut dire qu'on peut obtenir des rendements dans une même ordre de grandeur en réduisant potentiellement 2 à 3 fois l'utilisation des pesticides. Et quand on regarde les indices de risque, eh bien, le même site 5, qui a des indices vraiment plus faibles que les deux autres, soit allant de 20 à 10 fois plus faibles, eh bien, on est possible de diminuer les indices de risque, même avec de diminuer les indices de risque aussi. Fait qu'on peut dire que notre hypothèse 2 est validée. Alors, qu'est-ce qui est à retenir avec toute l'information que je vous ai lancée aujourd'hui? Eh bien, c'est qu'il n'y a pas, une relation linéaire entre la dose appliquée et les teneurs qu'on mesure. Et contrairement à ce qu'on a pensé, eh bien,
Le glyphosate, on n'a plus obtenu de lien, mais ça laisse à suspendre qu'une partie non négligeable du glyphosate qui serait impliquée serait alors lexifiée via les cours d'eau. Et ça viendrait un peu concorder avec ce que je vous ai présenté au début avec les rapports du ministère de l'Environnement, comme quoi qu'on voit une augmentation de la fréquentation, pas la fréquentation, excusez-moi, la fréquence de détection des deux composés dans l'environnement, mais également aussi une augmentation des concentrations qu'on retrouve également dans l'environnement, mais comme quoi c'est une hypothèse qui doit rester à valider dans les prochaines recherches. Mais somme toute, pour le PAD, eh bien, il est possible d'atteindre les deux cibles que je vous ai présentés au départ, soit de réduire les indices, mais également réduire la quantité de pesticides, et aussi sans nécessairement faire la propagation, l'utilisation du glyphosate. Ça reste quand même, à ce jour, la meilleure, je mets en des guillemets, la meilleure solution pour lutter contre les mauvaises herbes, si on veut rester, bien entendu, en système de non-travail réduit du sol. Parce que c'est sûr que si on doit ressortir les gros matériaux de travail de sol, eh bien, je pense que c'est juste mettre le problème ailleurs, soit libérer du carbone, des GES, des diminuer la matière organique du sol, chose que ça fait des années que les producteurs travaillent pour augmenter, puis du jour au lendemain, qui perdent un peu la richesse de leur sol. Mais bref, c'est vraiment sur une réflexion que je voudrais vous laisser aujourd'hui. Puis en conclusion, bien, un gros merci à tous les partenaires, un gros merci à tous les producteurs. C'est vraiment grâce à eux qui nous permettent d'aller dans leur champ, vraiment mieux comprendre pourquoi la notion du risque. Parce que c'est sûr que cultiver, puis être vraiment dépendant de la météo, puis avoir toute l'idéologie, puis la critique d'utiliser des pesticides, ils n'ont pas nécessairement le choix d'utiliser parce qu'ils ont des rendements à garder, ils ont des gros investissements. C'est vraiment de les comprendre et les encadrer dans tout ça. Et également, un gros merci à tous les aides-terrain qui m'ont permis à réaliser le terrain dans un espace de 2 semaines à chaque été. Avec la météo, on a fait beaucoup de pas, c'est des 20 000 pas par jour, mais on a réussi à tout faire. Puis un gros merci aussi à l'aide dans le laboratoire.